INA Podcast. Aux écoutes de dessous, de Klein et de Grand Feu. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins, Pierre Assau, Henri Poirier, Jean Péméja, les 3 officiers, Doutasek, Medhondo, James Campbell, les 3 harponneurs, et tout l'équipage du Pécode. Cachalot s'engraisse plus vite que ça. Nous avons vu déjà le bouton de rose. Nous allons maintenant revivre quelques-unes des rencontres que fit le Pécode. Rencontres rapportées ici tout à la suite les unes des autres. Mais dans la réalité des choses, c'est-à-dire le voyage du Pécode, très rare et survenu à de longs intervalles, d'ailleurs irréguliers, dans les mois de notre navigation. Et d'abord, nous revenons en arrière. Il est... Voici du temps. Midi. Les marins sont descendus prendre leur déjeuner. Silence sur l'eau. Beau temps, calme. La tête sanglante de la baleine est suspendue au flanc du Pécode. Comme autrefois, la tête également sanglante d'Holoferne, la ceinture de Judith. Akab, sorti de sa cabine, est seul sur le pont, avec l'homme qui là-bas tient la barre du gouvernail. Et il s'approche de cette tête. Il va la contempler et la questionner. Parce qu'elle est semblable, noire dans son capuchon, à la tête du Sphinx, là-bas, dans le désert égyptien. Blanche. Parle, tête géante. Et dis-moi, quel secret tu renfermes. Parce que, de toutes celles qui cherchent et interrogent, cervelle, tu as plongé le plus profond. Tête, sur qui maintenant le soleil d'en haut brille. Parce que tu as vu les fondations du monde, là, en bas, où gisent les noms oubliés et les flottes rouillées, où les espoirs se sont tus, où les ancres pourrissent, en bas, dans cette cale meurtrière, c'est-à-dire de la frégate monde, lestée des millions d'os des noyés. Là, dans cette province maritime vraiment, était ta demeure habituelle.
Tu étais où nulle cloche de scaphandre, aucun plongeur n'est jamais allé. Tu as dormi dans la compagnie d'innombrables marins, et leurs mères sans sommeil auraient donné leur vie contre ta place. Tu as vu les amants enlacés, tels qu'ils l'étaient, sautant du navire incendié, cœur contre cœur, de vague en vague, fidèles, quand ils étaient trahis apparemment par le ciel, l'un à l'autre, fidèles, enlacés. Tu as vu l'officier assassiné, jeté par-dessus bord à minuit, et qui mit des heures et des heures à descendre jusqu'au fond de ce ventre insatiable, nocturne. Oh. Terre, t'en as vu assez pour fendre les planètes. Assez pour rendre incrédule Abraham. Assez. Et tu ne dis pas un mot, une syllabe, rien. Hé! Bien! Joie! Cette joie vivante! Vivante! Dans le calme mortel! Elle pourrait, un peu plus, convertir un homme meilleur que je ne suis. Où? Où est-elle? C'est le signal! Oui, le bateau et le vent venaient ensemble. Mais le vent arriva le premier. Et le Pécode commença à fendre la lame. À travers la longue vue, dans le mouvement, ce bateau, avec ses vigies, apparut comme un baleinier. Mais il était très loin, il suivait sa route. Et n'était pas encore prêt de nous rejoindre. Nous hissâmes le signal, dans l'espoir qu'il nous répondrait. Il faut dire que, comme les navires de guerre, les baleiniers américains ont tous leur signal propre, et tous les signaux de tous les baleiniers étant recueillis dans un livre que possède chaque capitaine. Ainsi, les baleiniers américains peuvent sur l'océan se reconnaître, même de très loin. Enfin, le bateau nous répondit. Nous vîmes qu'il s'agissait du Jéroboam, comme nous de Nantucket. Ensuite, il vint vers nous, et il prit la panne tout près. Et il mit une baleinière à la mer qui approcha très vite. Starbuck allait faire mettre l'échelle, mais le capitaine du Jéroboam, qui était debout dans sa baleinière, nous fit signe que c'était inutile et qu'il ne fallait pas, parce qu'il ne désirait pas monter à notre bord. Et donc, le dialogue s'engagea et se poursuivit comme suit. Eux, dans la baleinière, avec des coups de vent qui les éloignaient par moments, d'où des coupures dans la conversation. Mais il y eut encore un empêchement plus grave. Capitaine Bayou, Jéroboam, Nantucket, Nantucket, capitaine à cap. Je ne peux pas monter. Je mets l'échelle. Non, merci. Épidémie, à bord.
Vous voyez le bonhomme, Starbuck? C'est l'archange. Oui, nous avions appris que sur le Jéroboam s'était engagé un personnage de la secte démon des Shakers de l'Esquienne. Gabriel. Lequel, ayant simulé d'abord la bonne santé d'esprit, une fois en pleine mer, retrouva sa folie. Il était, disait-il, l'archange Gabriel en personne, libérateur des îles et vicaire général du monde océanique. Et donc, il ne faisait plus rien. Et s'il travaillait encore quelquefois, c'était uniquement quand il le voulait bien, et à sa fantaisie. Je ne crains pas ton épidémie. Capitaine! Capitaine! Pense à la fièvre jaune et à toutes les fièvres, et prends garde à l'horrible peste! Prends garde! Prends garde, capitaine! À cap! À cap! Prends garde! C'est toi, Gabriel! La baleine blanche! Pense à ta baleinière! Et prends garde à l'horrible queue! Gabriel! Une fois de plus, la baleinière fut jetée en avant, comme tirée par des démons. Quelque temps, aucune parole ne fut échangée. Les vagues tumultueuses arrivaient par rafales. Et par un de ces fréquents caprices de la mer, elle déferlait en force sur la baleinière, mais elle ne l'emportait pas plus loin. Pendant ce temps, le pécode remuait lui aussi. Et la tête de baleine qui y était accrochée, cette tête se balançait avec beaucoup de violence. Et Gabriel la regardait avec une appréhension extrême que ne justifiait pas sa nature archangélique. Oui! Rencontrer et chasser Moby Dick! C'est le dieu! C'est le dieu! Silence, Gabriel, du calme! Silence! Ouh! Dis-moi! Quand? Qu'est-il arrivé? L'as-tu touché? Et comment elle était? Veux-tu chasser Moby Dick? Oui! Pense au blasphémateur tué et tiré par le fond. Prends garde au châtiment. Maudit! Maudit! À cap! Gabriel! Souviens-toi! Maudit! J'ai une lettre dans mon sac pour un de tes officiers. Allez chercher le sac, monsieur Starbuck, et regardez voir. Oui, monsieur. Oui, parce que chaque bateau baleinier emporte de cette façon du courrier quand il part pour les autres bateaux baleiniers. Et ce courrier n'arrive et n'est distribué qu'au hasard des rencontres sur les 4 océans. La plupart du temps, ces lettres ne touchent jamais leur destinataire, et quelquefois avec des années de retard. Starbuck retrouva la lettre en question. Elle était en très mauvais état, toute froissée, humide et moisie. Après son long séjour dans le coffre de la cabine, la mort elle-même aurait pu être le facteur d'une lettre dans cet état. L'écriture sur l'enveloppe était une fine écriture de femme. Avec son couteau, Starbuck fit une entaille à l'extrémité du manche d'une longue bêche et, plaçant la lettre dans cette entaille,
C'est de cette façon qu'il a fit passer au capitaine Mayou dans sa baleinière. Monsieur Harry Massey, Jéroboam. Non, non, jetez, non. Dans la baleinière, Gabriel avait réussi à s'emparer de la lettre. Il l'avait empalée à la lame de son couteau et lancé le couteau sur le pont du Pécode, où il s'était fiché en vibrant. Et ainsi la lettre nous était retournée. Et il nous était plus possible de la renvoyer parce que maintenant Gabriel avait pris le commandement de la baleinière, qui s'éloignait à tout drame et filait vers le Jéroboam, contre la volonté du capitaine Mayou. Parce qu'en effet, le nom de Harry Massey avait semé la panique chez les hommes de la baleinière, et ils mettaient le plus vite possible la plus grande distance entre eux-mêmes et cette lettre. Et Gabriel l'archange criait et nous menaçait toujours. Et le capitaine Mayou semblait désespéré au milieu de ses marins mutinés. Ce Harry Massey, comme nous l'apprit plus tard, avait été en effet l'unique responsable et l'unique victime de la rencontre du Jéroboam avec Moby Dick. Et voici comment les choses s'étaient passées. Il n'y avait pas longtemps que le Jéroboam avait quitté Nantucket, quand il croisa un autre baleinier qui lui parla de Moby Dick et de ses ravages. Gabriel, entendant ces histoires, avait solennellement interdit à son capitaine de s'attaquer à la baleine blanche, s'il devait un jour la rencontrer. Parce qu'elle était, disait-il, Dieu lui-même, incarné. Mais quand 1 an ou peut-être 2 ans plus tard, les vigies du Jéroboam aperçurent Moby Dick, alors Harry Massey, le premier officier, eut l'envie folle de l'affronter. Malgré toutes les menaces de l'archange, le capitaine le laissa faire. Massey réussit à persuader 5 hommes d'armer sa baleinière. Et ils partirent à la poursuite de Moby Dick. Et enfin, Massey planta un fer dans la baleine blanche. Gabriel, qui était monté à la tête du grand mât pour bien voir, et en hurlant et en gesticulant, il prophétisait le pire aux assaillants sacrilèges du Dieu incarné. Cependant, Harry Massey se tenait debout à l'avant de sa baleinière et, attendant le moment de plonger sa lance dans le corps de la baleine, injuriait la bête à plein poumon, avec toute l'énergie de sa race. Alors, une grande ombre blanche s'éleva de la mer. Et tous, dans la baleinière, en eurent le souffle littéralement coupé. Et l'instant d'après, le malheureux premier officier, avec son trop-plein furieux de vie, se retrouvait en l'air, et selon une belle trajectoire, il tomba dans la mer à 50 mètres de sa baleinière et disparut. Et rien, pas une planche de la baleinière, pas un cheveu des rameurs, n'avait été touché. Ce genre d'accident n'est pas rare, et il arrive ainsi que la victime ne porte sur son corps aucune trace de violence qui expliquerait sa mort. Toute cette scène avait été suivie de bout en bout par tout l'équipage du Jéroboam, et les disciples de Gabriel virent là l'accomplissement de sa prophétie. Prévu par le destin, ce jour arriva où nous rencontrâmes le baleinier Jungfrau, c'est-à-dire en allemand la jeune fille. Capitaine der Rigdeder de Brême. Après avoir été autrefois le plus grand peuple baleinier du monde, Hollandais et Allemands sont désormais au tout dernier rang. Mais de temps en temps, on peut, avec de la chance, apercevoir encore leur pavillon sur l'océan Pacifique. Même pas capable de dire le marsouin. Pour quelques raisons, la Jungfrau semblait très désireuse de nous présenter ses respects. Encore
Très éloignée du Pécode, elle prit la panne et mit une baleinière à l'eau où son capitaine, au lieu de s'asseoir à l'arrière, comme normalement, se mit à l'avant et il resta debout. Tant était grande son impatience. Starbuck, Stubb, Flask, les 3 officiers du Pécode, dans l'ordre, se tenaient au bastingage. Et ils regardaient venir monsieur Déric de Der, et ils en parlaient. De Brime. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Monsieur Stubb, c'est pas vrai. Une burette à huile? Non, non. C'est une cafetière, monsieur Starbuck. Et il vient nous faire du café. C'est notre garçon de café. Vous n'avez pas vu ce grand bidon qui est à côté de lui? C'est l'eau bouillante. Ah, il est parfait comme garçon de café. Hein, monsieur Flask? Allons, avec sa burette et son bidon, il vient mendier de l'huile, ce cachalot sans graisse. Oui, bien qu'il puisse sembler bizarre qu'un navire baleinier, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une citerne à huile, puisse se trouver à court d'huile sur un terrain de chasse à la baleine, ce genre de situation se présente tout de même quelquefois. Et en l'occurrence, le capitaine Déric de Der de Brime. Personne, capitaine. Nein, ich gesehen, Walfisch, capitaine. En somme, la Jungfrau était vraiment pucelle. Et elle méritait bien son nom. Et Déric, son bidon rempli d'huile, s'en retourna vers chez lui. Mais il n'avait pas encore atteint la Jungfrau que des baleines étaient signalées, à la fois et en même temps, par les vigies de la Jungfrau et par celles du Pécode. Et Déric voulait si fort chasser la baleine, au moins une fois, que sans prendre même le temps de déposer pour plus de sécurité son bidon à son bord avec la burette, il fit virer sa baleinière et se lança à la poursuite des léviathans pleins d'huile, avec une considérable avance. Le gibier avait été levé du côté sous le vent, et suivi d'un côté par les 3 autres canottes de la Jungfrau, et de l'autre par 3 baleinières du Pécode, le capitaine Déric était heureux. Il y avait 8 baleines. Averties du danger, elles s'en allaient toutes de front très vite, droit sous le vent, flanc contre flanc, pareilles toutes ensemble à un grand attelage de chevaux. Et elles laissaient derrière elles un long et large sillage. On aurait dit qu'elles déroulaient ainsi un parchemin sur la surface de la mer. Au beau milieu de ce sillage rapidement tracé, et à de nombreuses brasses en arrière, nageait comme un énorme vieux taureau bossu, qui, par sa lenteur relative, aussi bien que par les peu courantes incrustations jaunâtres dont il était recouvert, paraissait atteint de jaunisse, ou de fièvre jaune, ou de quelque autre affliction et infirmité de la même couleur. On pouvait se demander, et on se demandait, si cette baleine appartenait à la petite troupe qui la précédait, ou si elle n'y appartenait pas. Car les vénérables léviathans de ce genre ne vivent guère en société, parce qu'ils aiment mieux la solitude. Pourtant, celui-là suivait le sillage des autres, malgré que toute cette eau remuée le ralentissait. Parce que la houle blanche mordait son large museau, le contrariait beaucoup. Et il se trouvait un peu toujours comme au point de rencontre de 2 courants
fortement opposé. Son jet était court, lent, laborieux. Il s'échappait comme une effusion honteuse d'elle-même, et s'épuisait en lambeaux misérables. Et il était suivi d'étranges commotions internes en chaîne, je dirais souterraines, lesquelles, semblait-il, s'extériorisaient en autres échappements, par l'autre extrémité de son corps, sous l'eau, à la surface de quoi, derrière elle, perçaient des bulles. Baleinière de Stubb. Qui a du parégorique? Ah, la balle à l'estomac, j'ai peur. Seigneur, pensez que ça peut être un mal d'estomac d'un demi-harpon. Les vents adverses se paient un drôle de réveillon là-dedans, les gars. C'est le premier vent merdeux de derrière de baleine de ma connaissance. Et vous avez jamais vu une baleine faire des embardées comme ça? Elle a dû perdre son gouvernail. Pareil à un navire marchand descendant la côte de l'Indoustan, très chargé, le pont envahi de chevaux effrayés, qui donne de la bande, roule, tangue et patrouille. C'est ainsi que cette vieille baleine transportait son vieux corps. Et parfois, quand elle se retournait sur ses flancs encombrants, elle exposait alors la cause de sa progression brisée, le moignon de sa nageoire tribord. Il était difficile de décider si elle avait perdu cette nageoire dans une bataille ou si elle était née comme cela. Baleinière de Flasque. Allez, tas de méduses! Vous m'avez fait claquer la gueule à force de vous crier dessus! Oh! Oh! Attends un peu, maman graisseuse! Je vais te donner une écharpe pour ton bras blessé! Baleinière de Starbuck. Attention, monsieur Flasque! Attention, qu'elle ne vous écharpe pas! Allez! Allez, les gars! Plus vite! Plus vite! Ou les Allemands vont l'avoir! D'un commun accord, toutes les baleinières, alliées ou ennemies, visaient cette seule baleine, parce qu'elle était la plus grosse, et ainsi la plus rentable, mais en plus, elle était la plus rapprochée. Et ainsi, elle avait tous les avantages. Et les autres baleines allaient à une allure qu'il fallait pratiquement renoncer à elle. Les baleinières du Pequod avaient rattrapé, et elles dépassaient les baleinières allemandes, sauf celle du capitaine Derrick, qui menait toujours la chasse à cause de son avance initiale, mais sans cesse elle perdait du terrain. Ce que les hommes du Pequod craignaient, c'était qu'il plantât avant eux son fer dans la baleine. Après quoi, elle lui aurait appartenu. Et Derrick était sûr que ça allait arriver. Et il agitait sa burette à notre intention, c'est-à-dire qu'il se moquait gentiment de nous. Baleinière de Starbuck. Chien! Ingrat! Il se fiche de ma gueule! Juste avec la soucoupe où je lui ai mis ma monnaie! Il n'y a pas 5 minutes! Le chien! Oh! Oh, mes livriers! Allez! Mordez! Hop! Hop! Prêt, prêt! Baleinière de Stubb. Allez! La colère, c'est contre ma religion, mais je vais le bouffer, ce salaud de garçon de café de pute! Oh!
fait de pute! Oh! Alors! Baleinière de place! Moi, je me spam! Et je vous paierai des trucs autour de broche et des huîtres à dîner! Oh, hey, allez! Oh, oh, hey, allez! Oh, oh, ouais, allez! Oh! 100 barils d'huile là-dedans! Et sautez! $3000! Une banque! La Chase Manhattan Bank! Oh, hey, allez! Oh, oh, hey, allez! Derrick jeta derrière lui sa burette d'huile, en effet, pour accélérer son allure et ralentir la nôtre. Baleinière de Stubb. Chien allemand! Oh! Allez! Oh! Allez! Oh! Allez! Férocement. Et de plus, excités par les insultes de l'Allemand, les 3 baleinières du Pécode, maintenant toutes 3 presque à la même hauteur, leur joignaient. Et les 3 officiers, chacun debout à l'arrière de sa baleinière, souples et magnifiques, se tenaient prêts à frapper le gibier. Mais Derrick avait si bien pris et tellement inventé son départ que malgré leur bravoure, il aurait remporté cette course si, par une grâce du ciel et en toute justice, son homme de milieu n'avait fait une fausse manœuvre. Pendant que cet imbécile trévirait son aviron... la baleinière de Derrick manquait de se virer. Et Derrick injuriait ses gens. Et tout cela était très doux pour Starbuck, pour Stubb et pour Flash. Et pour tous. Dans un cri, nous étions partis à mort. Et nous arrivâmes tout près de l'Allemand. Et nous nous retrouvions tous tout près de la baleine. Trop loin encore pour la harponner. C'était un spectacle enragé, à la fois terrible et pitoyable. La baleine, maintenant, fuyait avec la tête hors de l'eau, en voyant devant elle sans arrêt son jet tourmenté, son unique nageoire battant l'eau au comble de la peur. D'un côté, puis de l'autre, elle faisait de grandes embardées, et à chaque rouleau de vague, elle s'enfonçait dans la mer, où était rejetée de côté, son unique nageoire frappant l'air. Fla! 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 J'ai vu une fois un oiseau avec une aile rognée, tournant en cercle brisé, effrayé, impuissant à échapper à un oiseau de proie. Mais l'oiseau a une voix. Il peut, par ses cris, faire connaître sa peur. Alors que la peur de cet énorme animal des mers est muette et enchaînée au-dedans de lui. La baleine n'a pas de voix. Elle n'a que son souffle et son essoufflement. Et c'est ce qui la rend tellement pitoyable. Et pourtant, celle-ci, avec sa masse, sa mâchoire et sa queue, elle avait de quoi m'épouvanter encore. Moi, qui la prenais en pitié. Enfin, s'apercevant que nous étions sur le point de prendre l'avantage, et au lieu de foncer encore, Derrick choisit de tenter sa chance, en essayant tout de suite un tir au but qui, pour lui, était extraordinairement distant. Mais son harponneur n'avait pas fini de se redresser pour lancer son arme que ces 3 tigres, Quickwake, Tache de Gaulle, Tagou, sur pied instantanément et instinctivement, pointaient tous 3 à la fois leurs harpons, lesquels, envoyés tous 3 par-dessus la tête du harponneur allemand, pénétrèrent tous 3 dans la baleine. Et les 3 baleinières, entraînées d'un coup par le bond forcené de la baleine, bousculèrent le canot allemand avec une telle violence que Derrick et tous ses marins se retrouvèrent tous dans l'eau et nous passâmes par-dessus. Faut pas avoir peur, boîte à beurre!
Et nous voilà comme trois casseroles attachés à la queue d'un jaguar enragé. Et ça me donne l'idée d'atteler un éléphant à un tilbury sur terrain plat. Cette baleine porte le courrier de l'éternité. Non. La course du monstre fut brève. À la ligne, main sur main. Pris d'un spasme soudain, il plongea bientôt tumultueusement. Les lignes de nos baleinières filaient à toute vitesse. Mais les trois harponneurs les freinaient autant qu'ils le pouvaient, si bien que nous piquions dangereusement du nez, la proue quasiment dans l'eau et la poupe en l'air. Et la baleine arrêta enfin de s'enfoncer. Nos trois lignes étaient tendues à craquer. Et nous risquions, si la baleine se remettait à plonger, d'être entraînée à sa suite au fond de l'abîme pour n'en plus remonter. Mais cette manœuvre est le plus souvent efficace, c'est-à-dire que la bête, torturée par les barbes des harpons en tirant sur les lignes, finit en général par revenir à la surface et recevoir les coups de lance qui l'achèveront. Et alors que nos baleinières se tenaient tranquilles sur la mer, gentiment berceuse, et que nous regardions ce bleu sempiternel des flots, et que pas le plus petit gémissement ni aucun cri d'aucune sorte, pas même une ride ou une bulle ne venait de ces profondeurs. Alors, quel homme de la terre aurait pensé que par-dessous ce silence et ce calme, le plus grand monstre des mers se tordait dans les convulsions de l'agonie. On ne voyait, si l'on faisait attention, que les lignes à l'avant des canottes qui tombaient dans la mer perpendiculairement. Était-il pensable que le Léviathan fût suspendu à ses trois minces ficelles, pareil en somme au poids d'une horloge de campagne? Suspendu, oui, à 3 morceaux de planche. La baleine reparut. La baleine possède cette particularité de n'avoir pas un système de circulation du sang à vaisseau valvulaire. Si bien que lorsqu'elle est blessée, une blessure même minime peut provoquer une hémorragie généralisée, finalement mortelle. On peut dire alors de la baleine qu'elle perd sa vie à jet continu. Mais la quantité de sang qu'elle renferme est tellement prodigieuse, et les endroits vitaux de son énorme corps tellement nombreux et distants les uns des autres, qu'elle peut saigner pendant un temps infini. Nous étions tout près d'elle maintenant. Et chaque nouvelle blessure que nous lui infligions faisait jaillir un nouveau fleuve de sang. On la voyait bien. Toute sa partie supérieure était au-dessus de l'eau. Et on voyait ses yeux, ou plutôt l'emplacement des yeux. Mais il n'y avait pas à s'apitoyer, malgré sa vieillesse, ses yeux aveugles. Sa nageoire amputée, elle devait mourir maintenant. Par assassinat. Pour éclairer les mariages et toutes les fêtes des hommes. Et ces églises où l'on prêche l'amour universel. Elle roulait dans son sang. Elle découvrit sur son flanc une grosse tumeur, une protubérance toute décolorée. Et Flasque, malgré Starbuck, ficha sa lance dedans. Un jet ulcéreux s'échappa par cette blessure cruelle. La baleine souffla le sang, et se jetant contre nous, elle nous couvrit de son sang. Le canot de Flasque chavira au milieu des rires, puis elle roula un peu plus loin et bascula sur le flanc, agitant son moignon. Et elle se renversa davantage, comme un monde qui finit. Elle tourna vers le ciel le blanc secret de son ventre. Elle se tendit comme une bûche et mourut.
L'avant-avant-dernier bateau que nous rencontrâmes s'appelait le Jeune Homme et il était de Nantucket. Pour finir, il y eut la Rachel, le Délice et encore la Rachel. Moby Dick d'Herman Melville. Adaptation de Jean Thibaudot. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Jean Jusfog. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Jean-Paul Papot. Musique symphonique de Philippe Besmans. Improvisation musicale de Louis Diliès. Conseiller technique pour la navigation à voile Armel d'Ast-sur-Couffe. C'était le 10e épisode.